présent pour aborder donc le thème du recrutement. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'axes intéressants à creuser. Déjà dans un premier temps, pour aller un petit peu rapidement, on va dire, sur l'introduction, des petits chiffres un petit peu pour avoir un état des lieux de ce qu'on retrouve aujourd'hui. En France, faut le rappeler quand même, sur les 67 millions de Français, il y a environ 12 millions de personnes qui sont concernées par des handicaps. Euh, on notera une personne sur 10 dans la classe active qui est concernée par un handicap, donc c'est pas que des personnes retraitées, forcément ça augmente au niveau de ce taux-là, mais dans la classe active c'est quand même une personne sur 10. On est sur un taux moyen environ de 4% euh, dans le privé. Donc on connaît tous un peu le sujet autour de l'obligation légale d'emploi qui est autour des 6%. Voilà, la moyenne se situe autour des 4% dans le privé. Des chiffres intéressants aussi qu'on a retrouvés notamment dans une étude de Petite Mue, qui est un média qui sensibilise au handicap invisible, qui a fait une enquête auprès de 820 répondants et ils nous ont rapporté donc que 70% des candidats qui sont en situation de handicap n'en parlent pas par crainte de ne pas être retenus au niveau des entretiens d'embauche en fait. Donc ça révèle quelque chose peut-être de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on va voir par la suite, mais ça révèle quand même que c'est une phase importante au niveau du recrutement et du sourcing d'adresser ce sujet donc de la confiance au niveau de l'entretien. Voilà, 12% c'est le taux de chômage des personnes travailleurs en situation de handicap, vs 8% pour le tout public. Et puis on notera quand même 12% de croissance au niveau de l'emploi des travailleurs handicapés en un an. Ça, c'est des données qui sont issues de la GFIP notamment. Alors, on voulait vous mettre en intro aussi quelques axes classiques. C'est pas les axes qu'on va voir aujourd'hui. On voulait quand même le rappeler parce que ça fait partie des choses qu'on voit régulièrement dans les bonnes pratiques. Mais qui sont Donc, peut-être pas toujours appliqués partout. Donc c'était quand voilà, même bien, hein. On les exactement, a remises aussi parce que ce qui pour certains est évident est peut-être pas évident pour exactement. tout le monde. Donc là, on notera que les annonces inclusives, c'est quelque chose qui sont des actes de travail importants. Le fait de pouvoir présenter dans l'offre d'emploi des mentions qui sont rassurantes pour les candidats qui peuvent avoir des handicaps. On peut avoir la mention classique, hein, diversité et inclusion. On peut aller plus loin en détaillant aussi peut-être plus d'infos sur le poste de travail, etc., qui permettent de rassurer quand même beaucoup de profils avec des besoins différents. Dans les bonnes pratiques aussi, vous allez retrouver des job boards spécialisés. On pense notamment à ceux de la GFIP, de Cap Emploi, en fait tout ce qui va vous permettre ah pardon, Cap Emploi c'est juste après, mais tous les job boards plutôt digitaux de cette fois-ci, qui vous permettent de multidiffuser vos offres. Donc ça, il faut y penser. Souvent, c'est connecté directement à des personnes qui sont réellement en recherche et parfois il y a même des préqualifications au niveau des compétences. Donc ça peut être intéressant. Et il y en a pas mal qui sont gratuits, il y en a évidemment qui sont payants. Et puis, donc, il y a les partenaires de l'emploi, donc je vais notifier notamment France Travail et Cap Emploi, qui permettent du sourcing de proximité. Et donc là, en fait, dans les grandes lignes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ce sont des candidats qui sont accompagnés par des conseillers au quotidien, euh, et qui donc, ces conseillers-là connaissent les compétences et les appétences de chaque candidat. Euh, c'est intéressant de pouvoir leur diffuser ces offres-là, même s'il n'y a pas de plateforme dédiée parfois. Le fait d'être en contact avec un référent de votre département peut vous permettre de trouver des candidats qui peuvent correspondre au poste. Je sais pas, Julia, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Non, même si ça évolue ces axes. effectivement, et on va en parler plutôt sur l'ouverture avec effectivement un dispositif assez récent de France Travail et Cap Emploi qui va permettre finalement d'avoir un outil digital pour les candidatures. Je vais pas spoiler la fin, donc je le dirai à la fin. Par contre, sur la suite de l'introduction, alors je ne sais pas si on dit maintenant ou si tu veux que je présente euh, ce dont on va vous parler. En fait, nous, on a centré cette petite présentation ce matin sur des pratiques concrètes qui sortent un petit peu des sentiers battus sur la partie sourcing. Alors, les forums et job dating, ça peut paraître un classique, mais en fait, il y a différentes modalités, différents formats. Donc, on a voulu faire un focus sur ceux qui étaient peut-être un petit peu moins exploités, mais qui fonctionnaient bien. On va parler relations école, c'est pour ça qu'on a notamment Mama qui est là ce matin. Et on va parler CFA sur mesure, d'où la présence également de Sophie, puisque tu nous disais, vous avez un organisme de formation au sein enfin, qui a été créé en même temps que l'entreprise. Oui. Et puis, je vous parlerai aussi des passerelles
ESAT, ESAT-Mur, EA, enfin toutes ces passerelles vers l'emploi qu'on minimise beaucoup, qui sont encore méconnues et qui sont un vrai levier pour le recrutement inclusif et surtout pour le recrutement pérenne. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de toutes ces modalités-là, c'est de pouvoir pérenniser, sécuriser les recrutements. Et après, certains stages un peu spécifiques d'immersion. C'est vrai que par contre, en préambule de tout ça, quand on a préparé le webinaire, on s'est dit en fait, c'est bien de parler de tout ça, mais c'est hyper important de faire un rappel, c'est que tout ce dont on parle quand on parle de recrutement inclusif, ça n'a pas de sens si les équipes ne sont pas formées. En réalité, tu le disais Robin, il y a encore énormément de freins de la part des candidats sur, la posture de parler de son handicap. Enfin 70 c'est ça que tu disais, hein? Des candidats n'osent pas en parler. On a fait une petite étude, nous aussi, du côté de l'ADAPT pour un tout autre sujet. Sur un panel de 100 personnes, on a à peu près 60 personnes sur 100 qui disent que pour eux, le premier frein, c'est le frein de parler du handicap aux recruteurs. Donc en fait, c'est hyper cohérent avec ce que tu viens de présenter comme chiffre, même si l'étude n'était pas de la même envergure et pas du tout pour le même objectif. Euh, donc, c'est important de former ces équipes. On ne parle pas juste d'une sensibilisation au handicap, mais vraiment d'aller au-delà euh, et d'être vraiment sur une démarche de formation. 47% des candidats TH expliquent que le manque de formation des recruteurs fait partie des freins à l'embauche. Donc, en fait, ils ont même eux-mêmes analysé la difficulté, hein. Et plus de la moitié d'entre eux évoquent des expériences négatives avec des recruteurs. Alors, une expérience négative avec un recruteur, c'est bien souvent des questions maladroites, hein. Ce n'est pas forcément des choses toujours très, très compliquées. On parle de formation, ce n'est pas des formations de 3 semaines. Mais en tout cas, c'est voilà, les bonnes pratiques, ce que je peux demander, ce que je ne peux pas demander, comment j'amène ce sujet, comment je peux rassurer le candidat, comment j'amène ce sujet sans en faire non plus le point central de l'entretien, c'est toute la difficulté. Et comment aussi, quand un candidat m'amène ce sujet sur la table, je reçois cette information et comment je la traite. Et en fait, très souvent, c'est beaucoup de maladresse par méconnaissance ou par crainte, plus que vraiment une volonté de discriminer, il faut le dire. Et après, il y a aussi effectivement une partie de la sphère recrutement, mais comme on est en entreprise avec des managers, hein, parce que là, on parle de recrutement, mais on sait très bien que sur beaucoup de postes, on a plusieurs étapes de recrutement. On a le RH, on a l'opérationnel, et on peut être face effectivement sur la sphère opérationnelle à des managers qui sont pas du tout sensibilisés, qui ont beaucoup d'a priori et qui du coup sont très freinés par le handicap parce que la crainte de la productivité qui n'ira pas, la crainte de l'impact sur le collectif de travail, etc. Donc c'est vrai que former les équipes, c'est aussi former les managers, former tous ceux qui vont être en lien sur le process de recrutement. Et puis bien sûr, après dans les équipes, nous on prône ça, hein, la sensibilisation, la formation de tout le collectif de travail, mais déjà ceux qui sont impliqués sur le process de recrutement. Sinon, tout ce qu'on va vous dire derrière, ça ne sert pas forcément à grand-chose, parce qu'après, le recrutement, ça peut devenir vite un échec. Point très très important, très très important. Et comme tu disais, ça peut ne pas relever de la discrimination, mais de la pure méconnaissance ou maladresse. Si on prend un exemple un petit peu plus concret, moi ce qui me vient en tête, c'est admettons tous les signaux sont en vert, et la candidate a envie de parler de son handicap à un moment au recruteur et va énoncer, dire par exemple, bon bah moi effectivement j'ai de l'endométriose, ça me pose des problématiques en termes de douleur plusieurs fois par mois. J'ai besoin peut-être d'un aménagement là-dessus. Si le ou la recruteur ne se dit pas que ça peut être considéré comme un handicap parce qu'elle n'a pas été formée auparavant, peut très bien vite tomber sur ah, on n'a pas de dispositif particulier pour ça, alors qu'en fait elle aurait pu le rattacher à la politique handicap de l'entreprise et voilà, ça aurait pu découler sur des aménagements, etc. Donc voilà, c'est simplement reposer les bases et de former les personnes qui seront au contact des personnes concernées. Ouais. Puis qu'elle soit aussi au courant, c'est tout bête, mais qui est le référent handicap? Moi, enfin, clairement, hein, il y a un nombre Et inconsidéré d'entreprises avec qui j'ai des échanges, des entreprises récentes que je ne connais pas encore très bien. Quand je demande aux personnes, parfois c'est des managers, hein, est-ce que vous avez un référent handicap? Est-ce que vous savez qui c'est? J'en ai franchement au moins la moitié qui sont soit pas sûrs, soit qui ne savent pas. Donc ça, c'est important aussi. Et donc, tu as noté la transition avec la suite, puisqu'on va parler des forums et des job dating, donc directement dans le bain des entretiens finalement. Alors, on a fait à chaque fois des slides qui représentent un petit peu les points clés, les points forts, les points d'intention.
N'hésitez pas si vous avez des questions en plus à nous les poser dans le chat, on y répondra avec plaisir. Donc, les forums et job dating. Euh, alors souvent quand on aborde le sujet des forums et des job dating, on va chercher un petit peu effectivement cet effet de volume, d'aller chercher un certain nombre de candidats, etc. Là, on a voulu mettre en avant le fait qu'il existe des leviers de recrutement en termes de forums qui sont aussi tournés vers le qualitatif, c'est-à-dire peut-être moins de personnes, mais plus alignés avec les postes, parce que c'est souvent ce qui revient, on va dire, en termes de freins au niveau de ces types de salons ou d'événements. Donc déjà, par exemple, il y a des salons qui existent en ligne, donc type Hello Handicap, Talent Handicap, il y en a d'autres, mais aussi en présentiel. Donc en ce moment, il y a un salon qui a lieu, qui s'appelle le Tour de France Handicap, donc qui est organisé par Je ne suis pas un handicap et qui effectivement a lieu dans plusieurs villes de France. On peut citer les handicapés de l'Adapt. Je sais pas si tu veux en dire deux mots, Julia. Ça a eu lieu en novembre là, le dernier. Chaque année en novembre, à minima. Après, je pense qu'il y en a dans les participants qui connaissent. Format effectivement de proximité. On va plutôt aller sur du qualitatif que du quantitatif, même si ça draine quand même des candidats. Et sur du local, en fait. On va travailler surtout en local avec un public ciblé pour que il n'y ait pas des temps de trajet démesurés et qu'en fait les candidats viennent et puissent pas finalement aller sur les postes proposés. Également, il y a le festival unique qu'on a voulu mentionner. Le festival unique, c'est un festival qui est organisé par l'association Diversity Days et qui est plus orienté sur l'égalité des chances. Donc, c'est pas que sur le handicap, c'est beaucoup plus large que ça, et qui a un engagement assez fort sur l'accessibilité. Donc, vous pouvez y retrouver aussi pas mal d'employeurs. Pour l'avoir fait, c'est vraiment très très sympa et ça ouvre beaucoup de portes, je pense. Pour casser un petit peu les codes, on a aussi voulu évoquer les job dating inversés. Julia, est-ce que tu veux en parler aussi rapidement? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu disais, ça change. En fait, ce qui est intéressant, c'est de changer de format et d'essayer des choses un peu innovantes. Parce qu'en fait, quand on sort des sentiers battus, on a des bonnes surprises. C'est ce qui se passe aux handicapés, on le voit chaque année. Sur le job dating inversé, nous, on n'en a pas fait nous, mais l'Adapt en fait sur d'autres régions et d'autres structures en font. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que les parcours des personnes en situation de handicap, pardon, sont souvent atypiques dans le CV. C'est pas des parcours linéaires, c'est pas des parcours de vie toujours simples. Il y a des trous dans le CV, etc. Et en fait, d'avoir ces formats innovants, ça permet d'avoir une autre lecture. En fait, on sort vraiment du truc le CV, le CV. Et en fait, on sort de notre système de recrutement classique quand on est recruteur. On n'est plus forcément dans notre sur le job dating inversé, on n'est plus forcément dans notre zone de confort, en fait, et ça ouvre d'autres horizons. Et bien souvent, les recruteurs qui participent disent, mais en fait, j'ai vu que 10 ou 12 candidats, mais j'en ai la moitié que je vais recevoir. C'est des candidats qui n'auraient jamais passé la barrière de l'entretien s'ils avaient envoyé leur CV. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on voulait appuyer sur la partie forum job dating, c'est qu'il y a certains formats de forum job dating où en fait, ça va permettre à des profils qui seraient peut-être pas passés, voilà, qui auraient été noyés dans la masse avec plein de CV, de pouvoir là passer sur un autre format. Après, Sophie va peut-être nous en parler, mais c'est pareil, c'est un peu mitigé, mais tu parlais du forum Hello Handicap, qui a quand même aujourd'hui une grosse réputation, hein, qui a pris beaucoup d'ampleur, qui a pour le coup un gros, enfin, je pense que c'est le plus gros forum digital au niveau national. Mais Sophie, je vais te laisser en parler. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des choses de bien, il y a des choses, voilà, et ça dépend peut-être aussi, je sais pas, Sophie, des métiers, de ce qu'on recherche. Oui, tout dépend, des métiers qu'on recherche. Moi, je vais prendre l'exemple pour mon entreprise Italiance. Nous, on est sur, des profils, auxiliaires de vie. C'est vrai que c'est plus compliqué, on a moins de retours. Par contre, quand on publie des postes, des offres d'emploi, pardon, pour des postes plus administratifs, commercial ou de direction, là, je vais avoir vraiment beaucoup de retours. Tout dépend, en fait, du métier, qui va être axé. Et nous, souvent, c'est confondu avec des postes d'aide ménagère, alors que nous, c'est vraiment technique. Le poste d'auxiliaire de vie, il faut savoir faire une toilette, un transfert, et ça, c'est assez technique. Mais par contre, on peut dégoter certains profils avec on ressent lors de l'entretien un savoir-être qui peut être là. Et après, nous, on va former, on en parlera tout à l'heure, du CFA qu'on a au sein de notre groupe. En fait, l'avantage du digital,
c'est aussi, ça dépend de la taille de votre structure. Ça va être intéressant quand vous êtes hyper décentralisé et qu'il y a énormément de sites en France et où faire plein d'actions en local, c'est pas toujours possible parce que en fait, tous les départements, toutes les régions n'ont pas autant d'événements, etc. Donc, on a quand même voulu parler de ce type de format qui reste quand même, voilà, si demain vous avez cette configuration dans votre entreprise avec beaucoup de volume de recrutement dans l'année sur plein de postes différents, ça peut être comme un gros format. En revanche, quand on regarde les chiffres, sur les formats plutôt à taille humaine, très en local avec des profils qualifiés, on est quand même sur plutôt un bon taux de transformation en deuxième entretien. En fait, nous, par exemple, sur 5 années, on est entre 27 et 33% de candidats qui vont avoir un deuxième entretien. Là où effectivement, ça évolue aussi, mais j'ai souvenir, hein, sur des gros forums qu'il y avait à Paris, etc., où on croisait 500, 600 candidats à la journée. Si on en recevait 10, c'était le maximum, quoi. Sophie, tu as levé la main, tu voulais compléter Oui, quelque chose? je voulais juste compléter par rapport au salon Hello Handicap. Nous, ce qui est bien aussi, c'est que, on a plus de 200 agences au sein de toute la France, sur le territoire, et c'est vrai que d'avoir un salon comme ça en ligne, c'est quand même un peu plus facile, pour nous pour pouvoir, participer, et vraiment, déposer des annonces sur tout le territoire. Ouais. Et puis ça permet de toucher aussi ces formats-là de job dating, des candidats qui sont en poste. C'est ça, on oublie beaucoup, mais sur des profils TH. Mmh. Quand on va chercher du bac+3 et plus, par exemple, c'est les petites perles rares. Généralement, ils trouvent assez facilement un job. Et si on veut aller chercher cette population-là de personnes en poste, donc des cadres sup, ces formats-là fonctionnent bien parce que c'est plus facile. On n'a pas besoin de se déplacer. Ça prend pas longtemps. Il y a des créneaux de rendez-vous qu'on peut choisir. Donc, ça laisse une liberté qui permet d'aller aussi chercher enfin, profils cadres ou pas, mais en tout cas, les personnes qui sont en poste. Et ça, c'est une manne de candidats qu'on n'a pas forcément sur des formats présentiels toujours. Oui. Et surtout pour Dans... compléter, pardon, ça dure 15 minutes l'entretien. Donc ça va vite, et ce genre de profil, ils peuvent trouver 15 minutes Mm. pour un premier entretien, et après, bien sûr, si ça continue le process, ils pourront, voilà, prendre plus de temps. Il me Mm. semble qu'il y a des entretiens aussi 100% à l'écrit, si je me trompe Oui, pas. par chat, en visioconférence aussi. Et il peut avoir, pour les personnes, malentendantes, un système de traduction aussi, avec une personne qui accompagne le candidat. Ouais, tout est pensé pour Voilà, garantir l'accessibilité des voilà. entretiens. C'est ce qu'on a mis dans les points d'intention. Alors, Mmh, ce forum-là, bien sûr, vu l'envergure qu'il a, c'est pas un sujet, mais mmh. être vigilant aussi sur des formats plus modestes, de bien garantir que enfin, les entretiens soient accessibles et les outils À, soient accessibles. à noter aussi le coût, parfois certains forums peut ne pas forcément correspondre à tout le monde, c'est bien de le savoir. Et ça peut être plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, même pour du digital. Mm. Donc voilà, c'est quand même à prendre en considération dans la Ah bah, budgétisation de tout ça. À noter donc du coup que en général, alors c'est des observations qu'on a fait par rapport à plusieurs salons, à des entretiens qu'on a eu aussi. On a en général 70% des candidats sur ces forums qui obtiennent un entretien, vs 10% sur des canaux classiques, donc c'est des canaux, on parle pour ces candidats-là, hein. Et 30% des premiers entretiens donnent généralement lieu à un second entretien, donc ce qui est plutôt encourageant. Je propose qu'on passe à la suite parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir, il est 11h30. ouais. Un point important sur les relations école et l'alternance qu'on a voulu aussi mettre en avant aujourd'hui. Ouais, alors effectivement, les relations écoles, c'est encore assez sous-estimé en termes de manne de candidats. Et mettre en avant cette, ce type d'action finalement, qui va permettre à la fois de sécuriser la transition études premier emploi et du coup de trouver des candidats. En plus, depuis quelques années maintenant, on a quand même des obligations réglementaires qui ont évolué alors même si je regarde Mama à travers mon écran, mais vous êtes un peu précurseur à la faculté, mais les référents handicap maintenant sont obligatoires.
mais ça fait un moment que toi, tu es en poste et voilà, c'était bien avant cette obligation. Et en fait, c'est vrai que les entreprises n'ont pas forcément. Enfin, en fait, le recrutement, c'est souvent du one shot. Les relations écoles, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui fonctionne très bien. On parle du handicap, mais c'est valable aussi, par exemple, pour la féminisation des métiers. Si on ne va pas dans les écoles et dans les lycées même, avant d'attaquer les études supérieures pour dire aux femmes, mais le BTP, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme, vous pensez que vous ne pouvez pas y accéder. C'est ce travail que font des grands groupes aussi pour inciter des femmes à aller sur des métiers masculins et vice-versa. On est pareil sur le volet du handicap, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire avec les relations écoles, déjà même dans les lycées, dans les CFA, dans les écoles du supérieur, faire connaître la politique handicap, parce que du coup, notamment si je prends l'exemple de la faculté, on est sur beaucoup de parcours en alternance, donc ça va être des candidats qui vont rechercher des entreprises et qui vont pouvoir se dire: «Ah bah tiens, cette entreprise-là, elle a une politique RSE, politique handicap, donc bah, faut que je postule. Moi, je suis concernée, j'ai pas trop de crainte d'être discriminée» entre guillemets. Et puis alors après, on a d'autres choses qui se développent à des plus gros niveaux. Mama, tu vas nous en parler, mais on peut avoir des corps dédiés. On a des centres de formation qui vont créer des promos sur mesure pour un client ou qui vont créer des promos typiquement dédiés à des personnes avec certains troubles 10 ou autres, et qui vont pouvoir adapter finalement leur cursus et leur permettre d'intégrer en parallèle une entreprise. Et puis, bah, le référent handicap de l'école va pouvoir venir en soutien de l'entreprise pour les aménagements, parce que les aménagements de poste, ça ne concerne pas que l'emploi en CDI, hein. L'alternance, l'apprenti, il est salarié, donc il est concerné il a les mêmes droits et l'entreprise a les mêmes devoirs du coup. On a quand même encore des aides à l'embauche pour ce type de profil. Donc c'est vrai que les relations écoles, il y a beaucoup de choses à explorer dedans, en se mettant en lien avec les référents handicap, et c'est encore assez sous-exploité. Alors Mama justement, Mmh. toi qui as pas mal, essayé pas mal de choses depuis une bonne dizaine d'années sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu peux du coup nous en dire? Comment tu travailles? En fait, peut-être en l'expliquant, comment tu vas travailler toi avec des entreprises partenaires? Oui. Alors, comme tu le disais, c'est vrai que nous, à la faculté des métiers, on est un peu précurseurs sur le sujet, puisqu'on a une mission handicap qui a plus de 10 ans. Heu et on a la chance d'être identifiés assez bien par, les entreprises, qui sont devenues, des partenaires. Donc c'est plutôt eux, qui viennent vers nous pour qu'on les aide à sourcer justement, des candidats en situation de handicap. On a, mis en place des conventions, parfois c'est très formalisé, hein, avec des entreprises, et le handicap fait partie des axes forts de la convention où, l'entreprise va s'engager à embaucher, voilà, tant de personnes en situation de handicap, pendant l'année ou pendant la durée de la convention. Donc ça, c'est vraiment un marqueur, nous, au niveau de la faculté des métiers, et très tôt, notre gouvernance, elle a mis un point d'honneur justement à ce que notre établissement soit, soit justement exemplaire en matière, d'inclusion, des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'on surfe aussi, grâce à cette réputation, et on a pu mettre en place, des groupes dédiés notamment, et on a co-construit des parcours avec, certains employeurs qui avaient, le souhait de qualifier ou de monter en tout cas en compétence, leur personnel en situation de handicap. Donc, je pense notamment à un partenariat qui remonte à maintenant une dizaine d'années avec, le groupe, Accor Hôtel, où, l'entreprise s'était engagée, voilà, à recruter du personnel en situation de handicap qui venait d'instituts, médico-social, et qui, en revanche, ne pouvaient pas les faire monter en compétences, en tout cas en qualification en interne. Donc ils se sont appuyés sur nous pour qu'on puisse mettre un parcours de formation dédié qui leur serait, adapté pour qu'ils puissent, à la finale se diplômer et avoir justement, une qualification sur le marché du travail et pouvoir, s'insérer durablement. Donc ça, c'est, un exemple d'un partenariat réussi et qui dure, puisque maintenant ça fait, plus de 10 ans qu'on accueille chaque année, un groupe, dédié avec,
des personnes en situation de handicap cognitif. Donc ce sont des personnes qui ont des troubles au niveau des apprentissages, qui ont un léger retard intellectuel. Et nous, on propose une formation qui est 100% immersive, j'ai envie de dire, où ils ont très peu de théorie, ils ont surtout de la pratique professionnelle et ils peuvent acquérir des compétences dans leur domaine, en l'occurrence la restauration, et s'insérer ensuite durablement sur le marché du travail. Si je peux revenir sur quelques chiffres, il faut savoir que la moyenne nationale aujourd'hui des apprentis en situation de handicap, elle est de à peine 2%, la moyenne nationale. Nous, à la faculté des métiers, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur une moyenne de 3000 apprentis accueillis par an et 300 personnes en situation de handicap. Donc, qui représente presque un taux de 10%, donc qui est très au-dessus de la moyenne nationale. Ça s'est pas fait comme ça, hein, comme je vous le disais, ça s'est construit avec le temps, avec justement une politique où on communique beaucoup en direction des personnes en situation de handicap, des familles, des entreprises. Et donc, ça a rayonné aussi au-delà des familles et c'est allé jusque, voilà, auprès des entreprises. Là, notamment, on a un partenariat également avec l'aéroport de Paris, ce qui nous a amené à ouvrir un 4e site à Paris-Vieille-Poste, donc sur Orly-Tech, pour ceux qui connaissent. Et on a ouvert 2 classes dédiées pour former des apprentis à l'accueil dans les transports. Et l'une des volontés justement d'ADP, c'était d'améliorer sa qualité de service, notamment en matière d'accueil des personnes en situation de handicap, hein, puisque vous êtes sans savoir qu'il y a eu les JO dernièrement, avec l'accueil de pas mal de personnes, notamment dans le cadre de la partie paralympique. Et on n'a pas été très bon au niveau de la France en matière d'accueil des personnes en situation de handicap. Et là, ADP a voulu marquer vraiment un tournant dans sa politique et ça a accompagné, a changé du moins ses prestataires notamment, et a voulu vraiment que l'axe handicap soit un axe incontournable. Et donc c'est comme ça que le partenariat est né, parce que voilà, ils connaissaient notre expertise en matière d'accueil de personnes en situation de handicap et ils voulaient être accompagnés et former leur personnel, notamment leurs prestataires, à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc c'est comme ça on a 2 Ce cohortes. qui est bien, c'est qu'on peut généraliser ça. Du coup, donc on a effectivement ces métiers-là, Mmh. hôtellerie, accueil, etc., restauration. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut généraliser ça à quand même presque tous les métiers, parce qu'il y a des écoles, du coup, dans tous les métiers, même des écoles d'ingénieurs qui vont s'engager, même des écoles de commerce, etc. Il y a du coup très souvent une personne chargée de la mission handicap de l'école pour les étudiants. Donc peut-être juste en 30 secondes, parce que c'est vrai qu'on a quand même 3 autres axes à voir. Peut-être Mama, en 30 secondes, qu'est-ce que toi t'attends d'une entreprise qui te contacte pour voilà, voir ce qui est possible de faire au niveau des étudiants? Est-ce que tu t'attends à ce que l'entreprise propose des centaines de jobs ou est-ce qu'au contraire, n'importe qui peut te contacter, voilà. Alors oui, moi je suis ouverte en effet à ce que les entreprises nous contactent. Après, ce qui est essentiel, il faut vraiment que ça soit, il y ait une volonté d'accueil des personnes en situation de handicap, et pas uniquement pour remplir un taux d'obligation d'emploi, et qu'il y ait un accompagnement des personnes et un lien qui se fait entre l'école et l'entreprise. Parce que ça garantit justement La les ré meilleures chances justement voilà, d'intégration de la personne en situation de handicap, quand le lien est fait entre le référent handicap entreprise et le référent handicap de la faculté des métiers. Clairement,
la valeur ajoutée du référent handicap de l'école, c'est aussi d'avoir un lien direct avec les élèves et de proposer ça à des entreprises qui s'engagent vraiment. Trop bien. Bah, on fait la transition aussi avec du coup les CFA sur mesure, donc pour le coup vraiment dédiés et créés en général par l'entreprise qui souhaite recruter. Donc ici, c'est vraiment devenir, il y a marqué devenir créateur plutôt que chasseur. Bah, c'est du coup devenir oui, créateur de compétences, formateur. Et comme le disait Sophie tout à l'heure, ça peut être d'identifier des personnes avec du potentiel et derrière de les recruter en les formant. Donc là, on va noter dans les points forts le fait que le parcours il est sécurisé. Donc en général, plutôt que d'être mis dans le bain avec des codes peut-être qui sont peut-être pas les bons, là on va vraiment former les personnes sur mesure aux besoins et compétences du poste. L'agilité, donc des formations alignées avec les besoins. Un taux de rétention post-formation qui est supérieur à 85%, ça veut dire qu'une fois que la personne est formée par l'entreprise ou le CFA de l'entreprise, bah, elle a plutôt plus fortement tendance à rester. Et dans les points d'attention, donc effectivement lourdeur du process, créer un CFA pour un ou deux recrutements par an, ça n'a pas de sens. Par contre, du coup, pouvoir mutualiser ça avec peut-être plusieurs sites et atténuer cette complexité, on va dire. Mais ce que Et tu viens pour un moi, peu bien, je te coupe parce que c'est bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, souvent, on se dit, créer son propre CFA, c'est réservé aux grosses entreprises qui ont beaucoup de volume, parce qu'effectivement, ça a des coûts, il y a une lourdeur de process, etc. Mais en même temps, si on est un peu plus petit, on peut aussi travailler avec d'entreprises qui sont dans le même secteur et qui vont rechercher le même type de profil. Et au lieu de se voir comme des concurrents, c'est plutôt de se dire, bah, en fait, on n'a pas les moyens chacun de développer notre CFA, mais peut-être qu'ensemble, c'est euh, ça. exactement. Donc la mutualisation, elle reste quand même hyper intéressante. Je crois que Sophie, elle a un retour d'expérience à nous faire là-dessus, justement. Mmh. Oui, tout à fait. Au sein du groupe Vitalliance, en fait, on a créé notre propre CFA. Alors, on était déjà, organisme de formation puisque notre organisme de formation s'appelle Unifadom. Donc on était un peu précurseurs, voilà, sur, le domaine à créer notre propre organisme et on l'a transformé en CFA puisque, on est sur des postes d'auxiliaire de vie où on sait que c'est des postes qui sont assez tendus et on a voulu mettre, en valeur aussi, en créant notre propre CFA, les compétences qu'on avait déjà puisque nos auxiliaires de vie, nos formateurs sont des auxiliaires de vie, en fait. Des auxiliaires de vie qui sont déjà expérimentés et qui ont le diplôme d'auxiliaire de vie et qui ont une casquette aussi de formatrice. Donc nous, on a créé notre CFA, en 2020. Ça va faire maintenant 6 ans et notre organisme de formation a été créé à la création de l'entreprise puisqu'il s'adressait uniquement à nos collaborateurs agences, donc notre personnel administratif. Et c'est de là on a créé vraiment notre CFA. Donc on propose des diplômes d'assistante de vie aux familles, de responsable coordinateur service à domicile. Donc on propose vraiment des diplômes qui sont spécialisés dans le domaine de l'aide à la personne. Aujourd'hui, on va ouvrir des classes d'aide-soignante. On forme aussi en alternance au poste d'assistante ressources humaines. Donc voilà, on s'est diversifié. Notre plus gros client, là je prends ma casquette Unifadom, est Vitalliance, bien sûr. Mais après, on s'est ouvert à d'autres entreprises puisqu'on travaille pour d'autres entreprises aussi. Et c'est une force parce que tous nos collaborateurs qui n'ont pas de diplôme, qui ont peu d'expérience, mais par contre qui ont un profil qui pourrait correspondre à nos attendus, sont automatiquement positionnés sur la formation. C'est automatique pour qu'après ils puissent avoir un diplôme. Un diplôme. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit votre secteur d'activité, il existe des CFA qui agissent dans le même secteur que vous, qui ont parfois été créés par des entreprises qui cherchaient à recruter de manière inclusive et qui mutualisent du coup ces services-là. Donc ils vendent aussi ces services de CFA et donc élargissez votre sourcing à des organismes voilà, qui ont créé des parcours sur mesure pour les métiers et les compétences recherchées, parfois dans Mmh. des secteurs en tension.
qui ont du coup eu ce besoin de former de manière efficace à des, à des métiers du secteur. C'est Moi, souvent le cas. C'est souvent des métiers en tension. Et en plus, dans le cadre là du groupe Vitalien, ce qui est intéressant, c'est que la formation, elle est adaptée à 100%. C'est-à-dire que dès le début, il y a la prise en compte du handicap et des besoins d'aménagement. C'est aussi ça qui permet aussi le succès et que les gens mènent à terme leur formation et que les gens soient embauchés avec déjà toute la connaissance des besoins sur le poste de travail. Et du coup, j'imagine aussi que ça joue beaucoup sur l'adéquation, euh, contraintes de santé et poste, parce que quand on recrute, on a aussi le risque que la personne finalement vous masque un petit peu ses difficultés, qu'on soit face à une aptitude ou une médecine du travail qui assez rapidement vous disent que ça ne matche pas. Si on passe par la partie formation, j'imagine que ça, c'est aussi quelque chose qui est vu en amont, Sophie, et qui va du coup permettre de s'assurer Exactement. que le recrutement est à son terme. Tout à fait, tout à fait. En fait, Vitaliance va recruter un collaborateur et va automatiquement le positionner sur la formation et comme j'ai la double casquette, je vais pouvoir accompagner la personne sur l'aspect formation comme sur l'aspect, travail, voilà, auprès de nos clients. Mmh. moi, ça me fait penser aussi à un organisme que j'ai connu quand j'étais en école d'ingé. Donc mon école, c'est l'NCA, et était partenaire d'un organisme qui s'appelle À Talent Égal. Mmh. C'est on va dire, une sorte d'organisme qui était cofondé par Safran, Dassault Systèmes, Nokia, etc. Donc ça montre qu'aussi dans les métiers d'ingénierie, ça existe, dans la tech, l'informatique, pour les personnes dans le secteur tech qui sont parmi nous. Et donc, avait créé ce sorte de regroupement pour sourcer des talents, former au handicap, identifier des talents, les accompagner vers l'emploi, développer les compétences. Voilà, ça m'a fait penser aussi à ce type d'associations qui sont un peu transverses entre plusieurs entreprises et plusieurs écoles aussi, parce que bah, Mmh. là, il y a aussi dans les groupes, dans les écoles qui sont partenaires de À Talent Égal, il y a aussi Neoma Business School, Mmh. l'Université de Versailles, l'ISEP. Donc ouais, c'est assez transverse en termes Mmh. de métiers aussi parfois. C'est un peu l'union fait la force. Exactement, c'est ça qui est intéressant aussi. Et ça permet aussi de se développer en pouvant formant, les collaborateurs, en pouvant former pardon les collaborateurs, ça permet aussi de se développer. Aujourd'hui, Vitaliance, on est à pratiquement 15 000 collaborateurs, sur toute la France. On n'a que 20 ans, voilà, on a été créé il y a que 20 ans. Mmh. Donc ça donne aussi de la force dans la croissance de l'entreprise. Exactement. Alors, bah Lila, je crois que c'est ta Ouais, le partie. 4e point, je vais essayer de faire rapide pour pas qu'on déborde trop, d'un petit quart d'heure. Effectivement, il y a des passerelles qui sont encore assez minimisées, mais qui ont vraiment un potentiel. Alors effectivement, le recours à l'ESAT hors mur, plus spécifiquement, par Alors, exemple. c'est quoi les AT? C'est quoi le A? Peut-être, pour les personnes Alors, qui connaissent pas. le A, c'est une entreprise adaptée, mais qui appartient au milieu ordinaire de travail. Donc c'est une entreprise, voilà, qui fonctionne, comme une entreprise lambda, avec des voilà, petits ajustements quand même. Un ESAT, c'est un établissement du médico-social qui va permettre à des personnes en situation de handicap de travailler. Les hors mur, il est entre les 2. Les hors mur, c'est: je suis en situation de handicap, j'ai besoin d'un accompagnement. Je me sens pas en mesure d'aller travailler seule dans le milieu ordinaire. Par contre, j'ai envie de travailler dans le milieu ordinaire. Et donc, va faire cette passerelle où les personnes, elles vont se réentraîner, développer leurs compétences sur un métier, ou alors elles vont retravailler des compétences qu'elles ont déjà, mais avec des aménagements de poste En qui font qu'elles immersion. vont, voilà, et en Ok. fait, elles vont être constamment en entreprise. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas en atelier de production, elles sont en entreprise sur un poste de travail. C'est intéressant ça, pour des entreprises qui veulent externaliser une certaine partie, et en Voilà. même temps avoir la personne au contact avec Voilà, l'ensemble donc des équipes. la difficulté, c'est qu'à court terme, tu peux passer peut-être sur le slide après, mais à court terme, ça ne va pas répondre à votre obligation d'emploi. Mais souvent, il faut voir l'enjeu de la mise à disposition au-delà de la mise à disposition. C'est-à-dire que pour moi, la mise à disposition, moi qui travaille en ésateur-mur pendant 4 ans, c'est comme de l'alternance en fait. Vous allez contribuer aussi au réentraînement de la personne et à son projet. Ça demande un petit peu de temps d'investissement, comme quand on va accueillir un alternant et qu'il va prendre la mesure du poste, monter en compétences, etc. Sauf que là, vous allez avoir un accompagnement qui fait que la structure accompagnatrice va se charger finalement de la compensation du poste. Va se charger de s'assurer de l'adéquation entre le poste et les contraintes médicales et les compétences du candidat. Et au final, c'est des durées qui peuvent aller alors, je ne vais pas dire 1 mois à 2 ans, mais c'est un peu ça. C'est pas aussi facile que ça, c'est pas on signe pour 2 ans d'un coup.
on va souvent partir sur un mois de mission, puis après on va prolonger 3 mois, puis 6 mois. Et puis au bout d'un an, on va se dire, OK, tous les feux sont ouverts, tout se passe bien, on a augmenté l'intensité des tâches, on a diversifié les missions. Aujourd'hui, on arrive, il est employé polyvalent, il fait toutes les tâches que font les employés polyvalents chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une volonté d'intégrer l'entreprise, de recruter? Est-ce qu'on peut recruter? Sur quel volume horaire? On se pose toutes ces questions, mais du coup, il y a quand même une perspective de pérennisation derrière. Et ce qu'on voit, c'est que quand il y a une pérennisation en CDI après une mise à disposition, il y a une vraie, il y a un maintien dans le poste. Parce qu'en fait, il y a eu un accompagnement au long cours par les AT, parce que le candidat, il sait exactement ce dont il a besoin, l'entreprise aussi. On a mis les médecins du travail dans la boucle et on a réuni toutes les conditions pour que le recrutement se passe bien et soit sécurisé et dur. Et du coup, c'est vrai que, on peut se dire à court terme, quand je prends quelqu'un en ESAT hors mur, c'est comme quand je sous-traite une activité à une EA ou un ESAT tradi. Ça rentre pas dans mon obligation d'emploi, sauf que la différence, c'est que la mise à disposition, si derrière vous embauchez, c'est quelqu'un qui intègre vos effectifs. Et c'est quelqu'un qui peut-être est déjà depuis 1 an en mise à disposition chez vous, est déjà intégré à l'équipe, connaît déjà vos process, a intégré la culture, etc. Donc en fait, tout ça, c'est du temps de gagner finalement. Après, il ne faut pas oublier que c'est quand même des profils avec des besoins spécifiques et qu'effectivement, il y a un certain temps d'adaptation à prévoir. On ne peut pas demander à ces profils-là de tout de suite, sur un poste, savoir tout faire en même temps. Voilà. On ne peut pas lui demander de savoir gérer les priorités au bout d'une semaine. Ça, c'est un fait. Mais par contre, on voit bien que quand on prend le temps de le faire monter en compétences, derrière, c'est solide. Et c'est pour ça que c'est une passerelle à ne pas négliger. Parce que si à court terme, vous n'augmentez pas votre taux d'emploi, à long terme, mais long terme, c'est 1 an, hein, c'est du moyen terme pour moi, si ça se passe bien et qu'il y a un besoin, vous trouvez des profils qui répondent à vos besoins. Donc, on est toujours cette question du recrutement. Trouver la perle rare, trouver la personne qui va répondre aux besoins que j'ai. Au même titre que l'alternance, finalement, le recours à la mise à disposition peut être un levier. Alors après, on vous a mis, parce que c'est vrai que là, on parle de la MAD, mais on a des fonctionnements un petit peu, pas similaires, mais qui vont se rapprocher avec notamment le CDD tremplin dans certaines EA, avec des contrats, pareil, c'est maximum 2 ans pour accompagner la montée en compétences. Tout ça, c'est pareil, c'est que derrière, après, c'est un potentiel d'embauche qu'on peut envisager. Donc, à ne pas négliger. Et en plus, souvent, les gens, ils ont un petit peu peur parce qu'ils ne connaissent pas ce type de contractualisation-là. Sauf qu'elle est hyper facile à mettre en place, elle est hyper souple dans le sens, je veux renouveler, je renouvelle, je veux arrêter parce que ça ne se passe pas bien. En fait, j'arrête assez facilement. Ce n'est pas contraignant comme un contrat de travail de droit commun. Donc, Comment on trouve un ESAT ou une EA qui correspond à des services qui me correspondent finalement, dont je peux avoir besoin, et c'est quoi un peu comment on les contacte alors, ESAT et EA, c'est différent parce qu'une EA va avoir des activités. Une EA, ça va être comme un ESAT tradi. Elle a des pôles d'activité déjà définis, même si j'attire l'attention sur le fait qu'elle peut en développer d'autres, un peu comme Mama en parlait pour le CFA. Demain, il y a très longtemps, PSA, qui avait un énorme volume sur du conditionnement de pièces pour les voitures, a demandé à des ESAT de développer cet atelier-là, à former des formateurs. Et du coup, ils passaient uniquement par eux pour ces prestations-là. Donc, en fait, une EA, on va aller voir sur des sites dédiés. On a des sites comme l'UNEA qui veut regrouper l'Union nationale des EA. Vous avez toute la liste des EA, leurs activités, etc. Et puis, vous allez pouvoir voir ce qu'ils proposent et vous dire, tiens, moi, ça correspond, j'ai des besoins dans tel métier, donc je peux me mettre en lien avec eux. Sur la mise à disposition, c'est très différent parce que vous accompagnez, les AT accompagnent des projets, accompagnent des personnes qui portent des projets. En fait, il faut imaginer que la personne, quand elle vient, son projet, ça peut être juste de travailler en milieu ordinaire, mais bien souvent, ça va être de se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la logistique, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vente, moi, ce qui m'intéresse, c'est la compta, etc. Donc, en fait, c'est très varié et on ne peut pas savoir à l'avance ce que vont vouloir faire les personnes qui rentrent au sein du service. Donc, du coup, il faut se rapprocher des dates de proximité, plus pratiquement. Enfin, il faut être pratico-pratique. On va plutôt aller chercher des structures qui sont pas loin de vos sites d'exploitation pour pas imaginer qu'on ait des profils, mais qu'en fait, il y a 2 heures de trajet et que ça ne fonctionne pas. donc c'est Donc, on va aller beaucoup sur la dans le dialogue, c'est contacter, dialoguer, bien sûr, voir ce qui on existe. contacte, on se rapproche des structures des ESAT hors mur de proximité et on exprime son besoin et on voit si ça match, s'il y a des candidats. Voilà, il y a plein de métiers différents qui sont couverts. Il n'y a pas de restriction. Nous, on a des menuisiers, on en a qui veulent être mécaniciens,
On en a beaucoup qui veulent être en logistique ou en administratif, mais on en a parfois qui veulent être dans la petite enfance. C'est quand même un peu plus compliqué, mais voilà. Mais c'est plus compliqué aussi parce qu'on manque de partenariats entreprises. Donc ces structures-là, elles sont très demandeuses d'avoir des liens avec les entreprises. Donc il y a vraiment des synergies à créer. Je fais une petite note d'attention sur le fait que, on l'a noté en bas, hein, ça augmente pas le taux d'emploi direct, mais ça permet de baisser partiellement la contribution. Pourquoi? Parce que quand vous faites sur un partenariat de sous-traitance sur une activité avec ces établissements-là, donc vous pouvez, au niveau de la contribution handicap AGFIP ou FIP, ou autre en fonction des branches, vous pouvez donc Déduire une petite partie, déduire des 30% de la main-d'œuvre qui est notée sur la facture de votre contribution à GFIP, donc quand même un levier intéressant à savoir. oui. Peut-être à prestation égale, autant passer par un ESAT ou une EA pour des services de ce Mmh. type-là. Alors, peut-être que Robin, la vidéo, on la mettra peut-être en lien accessible, Oui, par mail pour pas perdre trop de temps et pour, se focaliser sur le dernier point et l'ouverture, du webinaire qui était intéressant dans la conclusion. On avait quand même des choses assez intéressantes à vous partager sur la structuration de tout ça. Mais là, c'est typiquement une vidéo, témoignage d'un candidat qui était en ESAT-Ormur, qui a été recruté dans l'entreprise où il était en mise à disposition et vous pouvez comprendre un petit peu mieux l'accompagnement, comment ça se configure, mais vous aurez, les éléments par retour de mail, de Robin. On vous mettra le lien de la vidéo. en dernier, on a les stages d'immersion. Donc les acronymes, enfin l'acronyme un petit peu à connaître, c'est PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel. Bah, parfois, il y en a qui utilisent plus ce terme-là et qui utilisent directement le dispositif immersion facilitée. Donc il y a un site, hein, immersion facilitée. Ça, vous pouvez passer directement aussi par des organismes tels que l'APEC, Cap Emploi, France Travail. L'APEC, intéressant, hein, si vous recherchez des profils cadres assez qualifiés. L'APEC propose ce type d'accompagnement et peut à tout moment proposer à des candidats des PMSMP. Et donc, en fait, la personne va faire un stage de 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, non rémunéré, mais du coup en immersion, pour voir si ça match au niveau des compétences, au niveau du profil, au niveau des aménagements de poste, de la culture d'entreprise, voilà tout ça. Et donc en fait, c'est un référent qui accompagne le candidat côté APEC, côté Cap Emploi, côté France Travail, qui va signer une convention de stage. Donc en fait, on n'est même pas obligé de se limiter aux écoles, on a même les organismes publics directement qui font ces stages-là. Donc c'est quand même assez intéressant. On notera le Duo Day qui a lieu en général le jeudi de la SEPH qui a lieu la troisième semaine de novembre. Le Duo Day, donc c'est une journée d'immersion avec pas mal d'offres qui sont publiées pour faire des duos entre candidats, on va dire stagiaires et des personnes de l'entreprise. Souvent, il y a beaucoup de collaborateurs qui se mobilisent pour le Duo Day et parfois on est un peu frustré parce qu'on n'a pas assez de candidats qui postulent et parfois c'est l'inverse. Donc il peut y avoir des petites difficultés à ce niveau-là, mais en général c'est un bel événement. Et on notera quand même que du coup c'est un stage, mais que d'une journée. Donc bah, à vous d'en déduire ce que ça peut créer. Ça peut créer beaucoup de liens, mais en même temps de la frustration, envie d'aller plus loin, et parfois on propose pas plus qu'une journée. Donc c'est quand même intéressant de se dire que ça sensibilise, mais ça peut frustrer. Et puis parfois, si c'est faire une journée pour une journée, euh, voilà, peut-être que le candidat, ça dépend ce que recherche le candidat aussi, quoi. Ça peut le frustrer s'il n'y a rien qui est derrière. En même temps, si c'est juste pour découvrir un milieu de travail intéressant, ça peut tout à fait remplir sa mission, quoi. Je voulais mentionner aussi HandiWork. HandiWork, c'est un dispositif que j'ai découvert récemment qui permet des formations immersives dans l'entreprise où en fait on va avoir sur plusieurs semaines un groupe de stagiaires. Admettons, on peut prendre l'exemple de l'agroalimentaire, par exemple, je sais qu'ils travaillent beaucoup là-dedans. L'agroalimentaire, donc besoin de recruter des profils en magasin par exemple, et ben on va avoir des groupes de stagiaires, 5 6 stagiaires qui vont être accompagnés par euh, un formateur qui est proposé par HandiWork, qui va venir dans l'entreprise, donc c'est un formateur qui connaît à la fois les stagiaires, qui connaît comment gérer leur handicap et qui connaît le métier. Et donc en lien avec le manager sur place, ça peut créer du lien, ça peut créer une sorte de cohorte de stagiaires qui derrière donne lieu à des embauches. Donc voilà, on l'a mis dans la catégorie stage d'immersion. Peut-être que ça peut recouper hein, l'axe formation, l'axe
l'axe recrutement de manière plus large, mais je trouvais ça intéressant. Et je crois que le rapport d'impact, il est disponible sur Internet si vous voulez regarder un petit peu les secteurs d'activité. Après, tout ce que tu présentes, Robin, je me permets, mais alors, au-delà de, effectivement, l'aspect quand même de sensibilisation des équipes, etc., on vous rappelle que chaque heure de stage peut être déclarée en DSN. C'est important aussi parce que on a des entreprises de différentes tailles et parfois, moi, j'ai des entreprises qui sont surcontribuées parce qu'elles n'ont pas réussi à recruter, mais alors qu'elles ont pris des personnes en stage d'une journée, 2 jours, et Ça n'a pas elles été les ont pas déclaré mis. par le pôle paye ou Ouais, compta, en en fait. fait, à partir de la première heure de stage, c'est important de le déclarer. Ça vous évite quand même une surcontribution. Ça valorise les actions menées. Le cumul de plein d'accueil de stage peut aussi être une réponse à l'obligation d'emploi qui est pas anodine. Quand on est sur des grosses entreprises et qu'on a beaucoup de stagiaires, qu'on accueille beaucoup de stagiaires, c'est plutôt intéressant. Et pour revenir sur le 2D, Robin, en fait, c'est ce que tu disais, c'est que ça dépend vraiment de ce que souhaite le candidat. Mais nous, on a beaucoup de candidats qui font cette journée, ils y vont un peu en se disant, ouais, ça va peut-être pas me servir à grand-chose une journée. Nous, on les pousse un peu parce qu'on a besoin aussi de valider le projet pro. Mm, mm. Donc, ils peuvent poser des questions à la personne à ce C'est aussi moment-là. une très bonne action pour les personnes, en fait. Ouais, mais en revanche, ça ouvre souvent beaucoup d'autres portes. Et puis, dans tous les cas, ça reste une journée de partage assez intéressante. Il faut juste être très clair sur les intentions. Voilà, si on sait qu'on n'a pas de perspective en tant qu'employeur, on peut très clairement le dire au candidat. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant quand c'est réalisé en bonne intelligence et ça sensibilise aussi beaucoup le collectif de travail. Sophie, je sais que tu dois partir à midi. Je ne vais pas te mettre en retard. Et on Oui, va être tout sur à la fait. conclusion. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et d'avoir pu, témoigner. C'est vraiment top. Merci. Bah, merci surtout à Merci, toi. Et puis Sophie. à bientôt. Pour ceux qui ont Merci, encore quelques minutes, Ouais, à on a bientôt. pris des ça, petits on a pris bonus les pour 5 vous. minutes de retard sur la fin. On met les Merci, au revoir. bonus en. Merci Sophie. En Au revoir. conclusion, je vais aller en fait peut-être direct, Robin, sur l'ouverture qu'on voulait faire. De toute façon, le support vous sera renvoyé. Ce qu'on avait voulu mettre dans le support, si tu peux passer après, c'est 3 niveaux finalement d'engagement qu'on peut prendre. En fait, on a voulu vous parler à la fois du fait qu'on peut se faire labelliser en dit engagé. Par exemple, j'ai un partenaire, la Primark, qui la semaine dernière, qui a obtenu son label. C'est un premier pas aussi de reconnaissance sur euh, le fonctionnement inclusif de l'entreprise. C'est une nouveauté, c'est en lien avec France Travail. Ça permet finalement de faire se rencontrer des candidats, donc en local, hein, des candidats en situation de handicap inscrits à France Travail, donc Cap emploi, et des entreprises qui sont dans ce dispositif Handi engagé. Et donc, il y a une plateforme qui s'appelle HandiMatch et vous, en tant qu'employeur, vous allez pouvoir aller regarder les profils RQTH qui sont suivis. Et de l'autre côté, ils vont pouvoir voir quelles entreprises sont reconnues Handi engagées. Donc, ça, c'est important parce que on parle en fait depuis tout à l'heure de levier de recrutement. Clairement, moi, j'invite les entreprises présentes ici à faire cette démarche. Alors après, attention, c'est intéressant parce que c'est aussi une démarche qui, c'est pas juste on se déclare Handi engagé. Il y a un vrai formulaire, il faut vraiment montrer qu'il faut faire patte blanche, comme on dit. Mais du coup, c'est un vrai levier de visibilité immédiate sur les profils. Après, on peut aller plus loin sur des normes, par exemple. Ça reboucle aussi à ce que tu disais au début, où en Mmh. fait 70% des candidats avec un Oui, handicap n'osent pas parler de leur handicap oui. par Et ben méfiance là, ou par manque de là, ils devraient confiance. oser. Là, il n'y a pas de Voilà, sujet, en fait. ça ouvre une porte quelque part. Là, on se connaît. C'est-à-dire, je sais qu'il est RQTH parce qu'il a accepté d'être, je dis flagué, c'est-à-dire que dans la base, il est flagué RQTH, mais il a donné son accord pour que les entreprises labellisées en engagées le sachent. Donc, en fait, déjà, cette barrière, elle saute. Après, on peut aller plus loin sur de la norme handi accueillant, par exemple. Alors, c'est plutôt une référence technique hein, qui permet enfin, qui va s'inspirer, qui va se baser sur des process. Donc, ça va concerner toute la chaîne RH de votre entreprise, du recrutement jusqu'au maintien, en passant par l'intégration, la formation. C'est plutôt une démarche d'amélioration continue en interne et pour des entreprises qui ont déjà une certaine maturité dans la démarche RSE et handicap. Et après, un autre levier qui est hyper intéressant, tout à l'heure, on parlait de l'union fait la force. Enfin, c'est ce que je disais. En fait, pensez réseau parce que vous êtes tous un petit peu isolés dans vos fonctions de référent handicap ou même dans le recrutement. Parfois, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de clubs entreprises euh, qui réunissent beaucoup d'homologues, hein, des pairs en fait. Et c'est vraiment des leviers de networking, de veille de marque employeur. On a la NDRH, par exemple, l'Association nationale des DRH. On a le Club Aide qui est très connu. On a le Manifeste pour l'inclusion. Enfin, il y a énormément de clubs qui existent. Alors, avec peut-être des objectifs un petit peu différents,
des reconnaissances plus marquées pour certains. Et dans tous les cas, nous, ce qu'on vous incite toujours à faire, c'est à vous embarquer dans des réseaux pour pas être isolé sur vos pratiques, vos process, votre recrutement et travailler avec ce qu'on appelle chez nous en interne à l'ADAPT, la paire et danse finalement. C'est ça qui peut déboucher sur le fait qu'après on se dise ah mais oui mais toi aussi tu recrutes dans ce milieu-là, c'est compliqué. Mais moi je connais un organisme de formation qui mutualise etc. Et on peut arriver en fait avec ces échanges à avoir plein de nouvelles idées pour développer son recrutement inclusif. Donc c'est important. Je sais pas si Mama sur cet aspect-là tu voulais peut-être Sur par partager quelque chose sur cette appartenance au réseau. Toi, en tant que référente handicap, est-ce que tu es en lien avec d'autres référents handicap, d'autres centres de formation? Oui, 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 Ouais, je suis, quand même. un réseau de référents handicap, notamment, en Île-de-France et après je participe, là depuis plusieurs années, à l'université des référents Ouais, handicap. à l'URRH qu'on n'a pas cité, mais qui est effectivement porté par la GFIP. Ouais, voilà, Mmh. et nous, au niveau de la faculté des métiers, on a signé, la charte, pour la diversité. Donc je crois qu'on vient de renouveler, notre engagement cette année et je crois que oui, ça doit dater de Mmh. quelques années déjà. Ouais. Ouais, donc, mais c'est pareil du coup pour toi en tant que référente handicap en école, de ne pas rester cloisonnée en fait et d'être toujours en lien parce que ça bouge beaucoup, qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis le recrutement, en fait, au-delà du recrutement inclusif, le recrutement, c'est un vrai sujet pour toutes les entreprises. Et donc, il y en a énormément qui sont force de proposition, qui font de l'innovation sur ces pratiques-là. Donc, plus on va s'ouvrir, plus vous allez vous ouvrir à intégrer des réseaux, plus vous aurez des idées. Et vous allez forcément trouver dans tous ces réseaux des personnes qui sont sur les mêmes métiers que vous. Il y en a dans tous les domaines, donc c'est évident. On peut conclure. Si on devait un petit peu résumer ce qu'on a dit là, c'est que les leviers, en tout cas, ils existent, c'est juste qu'ils sont quand même assez peu explorés. Parfois, vous allez dire aussi, bah oui, mais on manque de temps dans nos postes de recrutement ou de référent handicap pour aller creuser tout ça. Peut-être l'idée, c'est en choisir un ou deux, Mm. d'explorer, voir ce que ça peut donner. Ça peut donner lieu à des belles histoires derrière. Et voilà, ne pas se limiter à des choses assez basiques, aller vraiment ouvrir ses chakras et d'aller tester des choses. Moi, je dirais que dans les next steps un peu immédiates, c'est prendre contact avec des personnes qui ont déjà mis en place ce genre de choses. Donc, ça peut être Julia, ça peut être moi, ça peut être des personnes, des pairs, hein, référents handicap, recruteurs, qui ont mis en place des choses pour voir comment ils ont mis en place ces choses-là. Des établissements, des partenaires externes, prenez des contacts, échangez, et ça va se mettre en place petit à petit, ça va affiner aussi Ouais, puis ça va votre vous réseau. permettre, en fonction de votre budget, de votre volume de recrutement, de Voilà, vos ça sera plus métiers, de peut-être personnalisé. voir ce qui fonctionne, ce qui est plus compliqué, et peut-être de commencer par des choses qui sont plus simples à mettre en place. Parfois, ça prend beaucoup de temps et du coup, on se décourage un peu, mais c'est pas toujours parce que ça prend du temps que c'est moins efficace et c'est souvent quand ça prend du temps à prendre qu'après ça fonctionne et que ça reste, ça se pérennise, hein. Moi, j'ai des partenariats que j'ai mis 5, 6 ans à mettre en place sur de la mise à disposition et aujourd'hui, c'est mes best employeurs. Tous les ans, ils me recrutent des candidats. Ça fait 10 ans qu'ils sont en poste dans l'entreprise. Pourtant, je peux vous dire que quand je suis arrivée à la DAP il y a 10 ans, j'aurais pas misé un copec sur cette collaboration en vrai. Donc, en fait, faut être un peu pugnace. De toute façon, dans vos métiers, ça fait partie des, des choses qu'il faut savoir faire. Et vraiment tester des choses, vous entourer, questionner, re-questionner. Ça rate, ben, on peut réessayer d'une autre manière, mais pas vous lancer sur un truc ultra coûteux si on ne s'est pas un petit peu voilà, penché sur la question avant. Il y a toujours la balance bénéfice-risque en fait. Ça peut être aussi d'embarquer dans vos équipes une ou deux personnes qui peuvent vous aider, vous suppléer sur ce développement de partenariat, ces actions-là. Ça peut embarquer des gens dans le projet et créer des belles choses. Voilà, on a noté aussi qu'il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas forcément coûteuses, donc n'hésitez pas à les mettre en place. Voilà, voilà, et puis ça permet de cadrer tout ça. Ouais. Et puis si vous avez des questions, en tout cas avec Robin, on a encore là quelques Voilà. Nous, minutes. on va rester 5 minutes s'il y a des questions des personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Et puis, sinon, on a fait un petit peu le tour du sujet. Voilà, donc encore une fois, on a voulu vous présenter des leviers qui sont moins classiques, qu'on a moins l'habitude de voir et qui valent quand même le coup de porter Ouais, ou en tout cas moins exploré. de l'attention. Parce que Et soit sous-estimé, soit parce qu'on a l'impression que c'est trop compliqué à mettre en place. Mais de toute façon, dans le recrutement, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on va multiplier les canaux, les, les pratiques, etc. C'est pas une.
Il y a pas une bonne réponse, en fait, hein. Et donc du coup, je remercie encore à nouveau Mama et Sophie pour leur participation et leur témoignage. On voit que c'est hyper riche et hyper important d'avoir des professionnels de terrain pour faire ces retours-là, parce que sinon, en fait, on reste dans la théorie et c'est super bien d'avoir voilà, ces retours de bonnes pratiques et de pratiques, donc c'est vraiment top. Et encore, on a dû faire court parce qu'il y a plein de Il trucs y a qu'elles tellement de auraient choses à pu nous dire, en fait, raconter. voilà, c'est pour ça on a étendu de 10 minutes, mais on pourrait en parler encore longtemps, et c'est Non, pour mais ça, en vrai, n'hésitez sur pas la à pratique, reprendre contact avec nous. ouais, j'allais dire, parce que sur la pratique, Sophie et Voilà, Mama, elles c'est ont ça. vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à partager. Et puis, elles ont le recul. Mmh. Donc, je pense qu'elles ne seront pas contre, si vous les contactez via LinkedIn, Ouais, voilà, de pouvoir répondre à des questions. avec plaisir. Bah, en tout cas, merci à vous, pour l'invitation. Avec plaisir. Bon, moi, si vous n'avez pas de questions, on va clôturer. De toute façon, le webinaire sera en replay. Le lien vous sera envoyé par mail si vous voulez le faire suivre. Et il sera sur la page en Dino, Robin, après à terme. Ouais, c'est ça. Donc via la newsletter, sur le site internet, sur YouTube, voilà, vous pourrez le retrouver un peu partout. Hop. Bon, on va clôturer là-dessus. Je vois des personnes qui nous remercient dans le chat. Merci à vous pour votre participation. Et puis, on se retrouve au prochain événement. Donc, restez connectés sur LinkedIn via la newsletter. Et on se retrouve pour un prochain thème. Ouais, on ne sait pas encore lequel, mais on verra. En tout cas, déjà, il y a une grosse SEPH qui arrive en fin d'année, parce que c'est la 30e édition. Donc, sur vos territoires respectifs, n'hésitez pas à aller voir sur le site Semaine Handicap de l'ADAPT. Ça vous permet de voir toutes les actions en triant par type d'action ou par département. Tout ce qui se fait, que ce soit par l'ADAPT ou par des partenaires de l'ADAPT sur cette semaine-là de mobilisation. La sensibilisation pendant cette semaine-là étant aussi un levier Mm. d'acculturer les recruteurs et on reconnecte avec le thème du jour Mm. de lancer un peu cette démarche de recrutement inclusif. Merci à tout le monde et puis à très bientôt. On se quitte là.